Le parc marin des mangroves subit un sérieux problème de déchets plastiques et autres, outre les problèmes de pollution et de déboisement dont il est victime. C'est ce qu'a dit le conservateur adjoint de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN Mwanda au cours d'une interview exclusive accordée à Environews RDC lors de sa visite dans ce parc. À en croire Ngeli Pai, la gestion des déchets est un véritable casse-tête dans ce patrimoine riche en biodiversité. Il y a des déchets, je vous dis, c'est terrible. Ça, en tout cas, il n'y a pas de limite. Tous ces déchets-là, ce n'est pas des déchets de Mwanda exactement. Ce sont des déchets même qui quittent même de Kinshasa, là où vous êtes, Matadi, Boma. Et finalement, quand ça arrive ici, l'océan ne veut pas ces déchets, il jette. Vous voyez? Maintenant, c'est le parc qui subit la pression. Que ce soit dans les mangroves, que ce soit sur la plage. Et surtout sur la plage, là, vraiment, je vous dis, madame, c'est impossible. Il y en a. Nous, on avait mis l'équipe des éco-gardes. Et par mois, Perenco vient prendre une centaine de sacs de déchets. Par mois, hein, je vous dis. Par mois. Une situation alarmante, mais qui ne semble interpeller personne. Pourtant, il suffirait de soutenir ces ONG qui travaillent dans l'assainissement de ces trésors afin que les déchets cessent de l'envahir. Le conservateur de l'ICCN au parc marin des mangroves lance un cri d'alarme pour tenter de solutionner ce problème. Les solutions, comme je viens de dire, toutefois, il y a des ONG qui viennent pour essayer de nous aider. Ces ONG-là demandent ailleurs. Et pourquoi l'État n'appuie même pas ces ONG? C'est à nous-mêmes, l'État congolais, d'appuyer aussi ces ONG pour faire le travail comme il faut. Ces ONG n'ont pas vraiment de capacité d'atteindre les 40 km de la côte surtout. Dans les mangroves, oui, nous on est là, on peut voir un peu de choses, et surtout avec les partenaires. Mais ici sur la côte, c'est très difficile. Mais moi, je peux vous amener. On va s'arrêter même 2 minutes en passant. Vous allez voir. Oui, vous allez voir. C'est très difficile à... Mais les déchets qui quittent chez vous là-bas à Kinshasa et Matadi, bon, maintenant qui va faire la sensibilisation? Ce n'est pas seulement ICCN. Mais nous avons des autorités aussi, le gouverneur est là, la maire de la ville à Boma, donc voilà. Situé sur la rive nord de l'embouchure du fleuve Congo, à proximité des localités de Banana et Mwanda, le parc marin de mangroves s'efforce de protéger les zones forestières et humides du littoral africain. Sa forêt côtière de 56 000 hectares abrite une abondante biodiversité et se caractérise par d'importantes zones côtières marines et fluviales. La mangrove joue un très grand rôle dans la régulation du climat ainsi que l'équilibre des écosystèmes littoraux et des pêcheries. D'où la nécessité de la protéger contre les déchets. Ceci pourrait être toxique pour les animaux aquatiques qu'elle abrite. Au Gabon, la communauté autochtone de Massa, dans la province d'Ogooué-Ivindo, réclame la reconnaissance légale de sa forêt sacrée, transformée en aire protégée communautaire. Elle dénonce la dévastation totale d'une partie de cette forêt par les exploitants forestiers. Lors de la 19e réunion du Partenariat pour les forêts du bassin du Congo, PFBC, organisée à Libreville du 5 au 9 juillet de l'année en cours, le représentant de cette communauté a interpellé le gouvernement gabonais sur la nécessité de se pencher sur la requête de la communauté Massa. Je suis ici pour parler de la forêt qui est aujourd'hui notre forêt sacrée, qu'on a donné le nom de la réserve des enfants de Massa. Et en Kota, chez nous, on appelle ça Ibola Diabanaba Massa. Bon, c'est une initiative communautaire. Nous avons constaté dès la présence des forestiers dans notre forêt, auxquels ils ont dévasté et rasé nos vieux villages, nos sites sacrés, parce que on a vu qu'il y a un manque à gagner pour nous, pour la communauté, parce que c'est dans cette partie des forêts que nous menons nos activités au quotidien, parce que nous vivons dans les villages de la pêche, la chasse et de la cueillette. Pour cette communauté, la relique de forêt qui reste doit être impérativement protégée car elle sert de site sacré. Les restrictions traditionnelles imposées par ce peuple ont permis de garder intacte cette partie de la forêt qui héberge une biodiversité énorme. Aujourd'hui, il y a même existence des conflits homme-faune, une preuve de la conservation de la biodiversité dans ce coin de la République gabonaise.
il y a un phénomène de conflit homme-femme. Et si j'exagère, aujourd'hui, à Massara, on n'a vu que du riz. Le manioc, il n'y a plus. La banane, il n'y a plus. Parce que les pachydermes sont juste derrière nos maisons. Et maintenant, pour la conservation, puisque c'est écrit dans la loi qu'une communauté a le droit de faire une demande de déclassement et reclassement là où a été octroyé un permis forestier. Voilà pourquoi je suis arrivé aujourd'hui ici pour assister, pour demander aux communautés, aux bailleurs de fonds, au gouvernement, au moins d'écouter notre cri d'alarme et enfin que cette partie des forêts qui est restée vierge soit sauvée. Il s'aide de noter aussi que les Kota ou Bakota forment une population de langue bantoue d'Afrique centrale, vivant pour la moitié à l'est du Gabon, dans la province de Logoué-Ivindo, et pour l'autre moitié de l'autre côté de la frontière, en République du Congo. Originaire de la Nouvelle-Guinée, la canne à sucre, appelée aussi saccharum, contient un bon nombre d'éléments utiles au bien-être de l'organe de l'homme. Cultivée dans plus de 100 pays, dont la République démocratique du Congo, à Madjoko, de la province de Maïndombe, dans le territoire de Koutou, cette culture est convoitée par cette population. Nkoko tosalaka boye okati tango okati bilanga te ekomi polele. Je coupe les ras des souches, les feuilles de la canne à sucre et je plante la tige qui reste. Cela peut faire 5 à 1 semaine pendant la saison de pluie pour permettre de pousser. Et entre 5 à 6 mois, j'ai les résultats d'une grande plante de la canne à sucre. 6 mois à 5 mois, au moins un coco est telemi. Réputée meilleure pour la santé que le sucre raffiné, elle peut être utilisée de multiples manières tout en apportant de nombreux bienfaits au corps. La canne à sucre non transformée est difficilement consommable. Grâce à ses vertus que contient son jus, elle facilite la sécrétion urinaire et permet un bon fonctionnement de rein. Elle agit contre la constipation. Le jus contient des antioxydants qui permettent de renforcer le système immunitaire, de garder la forme et de rester en bonne santé. On croit à ces friticulteurs, il est confronté à plusieurs difficultés dans le matériel pour une meilleure production. Bon, l'État congolais n'a pas mposa na ye. Je demande au gouvernement de me soutenir avec des matériels pour élargir mon champ. Sans cela, je ne saurais produire suffisamment de canne à sucre. Cette population lance une sonnette d'alarme au ministère de l'Agriculture pour la valorisation de cette culture qui ferait de la RDC un grand pays producteur de canne à sucre en Afrique, voire dans le monde, grâce à la richesse de son sol. Depuis plusieurs années, la production et la gestion des déchets restent une problématique importante dans la détérioration de l'environnement à Kinshasa. Appelée auparavant Kinlabel, la capitale congolaise est aujourd'hui Kinla Poubelle, un qualificatif donné par les Kinois à cause de la présence constante des ordures dans ces rues. Dans la ville, plusieurs structures s'emploient à changer cette image. À l'université de Kinshasa par exemple, les étudiants s'organisent dans leurs différentes facultés pour collecter et gérer les détritus produits durant la journée. Des mécanismes de contrôle des circuits de gérance des déchets ont été mis en place par les autorités académiques. La politique de gestion des déchets à l'université de Kinshasa, elle est assise. Vous savez, les défis de gestion des déchets, il est grand à Kinshasa, au Congo, et même à l'université de Kinshasa. Mais les autorités ont mis en place des mécanismes pour contrôler les circuits de gestion des déchets. Chaque matin, l'équipe de Luombo Ipam Assemiel est à pied d'œuvre, munie de balais, râteaux, pioches et brouettes. Ces hommes et femmes enfilent les gilets jaunes, bottes et cache-nez. L'exercice consiste à rendre propres les artères du sud universitaire. Les sachets, papiers et autres déchets traînés sur la chaussée sont scindés avant d'être évacués. Notre travail consiste à collecter les déchets plastiques dans les auditoires. Nous les trions.
Pour les déchets plastiques, c'est l'usine Kintoko qui vient parfois les prendre pour les transformer. Dans ce plan directeur d'assainissement, les autorités académiques de l'UNICUN ont mis sur pied une brigade à chaque faculté pour mener à bien ces programmes. La notion est aussi adoptée pour tout résident du site. Photographes, opérateurs économiques et des saisies apportent main forte aux brigades de l'UNICUN. Le rôle que nous jouons ici, c'est juste pour sensibiliser tous nos clients qui viennent ici prendre des photos. On leur dit de prendre des déchets et mettre dans la poubelle. L'UNICUN reçoit plus de 25 000 étudiants par jour. Dans ces milliers, des innovations quant à cette gestion des déchets nécessitent de s'intensifier. La poubelle de Bob, fabriquée à base de bouteilles PET, de barres de fer, reliées par des fils de fer de recuit, se présente sous forme d'un récipient très particulier, de collecte de bouteilles utilisées. Ce dispositif, dénommé pour Bob, peut contenir jusqu'à 13 kg de bouteilles, soit un volume de 540 litres. J'ai constaté que mon site universitaire, les déchets sont partout. Partout, dans des auditoires, dans des couloirs, dans des toilettes. Vous fréquentez partout, vous trouvez les déchets. Et dans la composition de ces déchets-là, il y a des déchets qu'on recycle un peu facilement, comme les HDP. Dans les sachets de basse densité et puis haute densité, on recycle un peu cela facilement. Tandis que dans ces compositions de nos déchets à l'université de Kinshasa, ce sont les déchets PET qui dominent, c'est-à-dire les Suisses, les Canadiens, et nous n'avons pas une technologie de transformation de ces déchets sur les sites universitaires. C'est ainsi que j'ai poussé un peu l'idée plus loin. Je me suis dit non, je peux quand même, à partir de mon mémoire, je peux quand même fabriquer quelque chose pour que ça puisse constituer un récipient de recueillement des déchets. Avec ses moyens de bord, Bob peine à réussir son projet. Il sollicite par ailleurs l'assistance des personnes de bonne volonté. Pour l'instant, ce poubelle que vous voyez est commerciable. Donc je suis en train de commercialiser cela parce que j'ai fini. Maintenant, je n'ai pas d'emploi. Ensemble avec les collègues, nous sommes mis ensemble, nous sommes en train de transformer ces poubelles, ces déchets plastiques, je m'excuse, ils traînent par-ci par-là à des poubelles et nous vendons cela. L'autre étape de lutte contre les déchets plastiques au campus de Kinshasa consiste à recycler les déchets plastiques HTT et PET afin de leur donner une seconde valeur. C'est derrière la faculté de sciences que ce travail s'est fait. Après les ramassages, les trucs, les bouteilles et sachets sont transformés en pavés écologiques. Généralement, on commence par la collecte. Cette fois-ci, ce que nous avions fait, c'est qu'on a utilisé les étudiants dans le cadre de stage pour collecter les déchets qui se produisent ici ou le plastique produit au niveau du site universitaire. Après cela, on passe justement à la fusion ou fondre ces sachets dans une marmite chauffée. Quand nous obtenons la première pâte homogène de ces sachets ou de ces plastiques, c'est cependant que nous ajoutons un peu le sable pour consolider cette pâte, pour obtenir une deuxième pâte homogène avant de le faire couler dans de moules prédisposés dans de tables à couler. L'atelier a depuis le récent affrontement entre étudiants et policiers perdu la grande partie de ses matériels. La chaîne de production est rompue. La situation pénalise les responsables du centre de recyclage universitaire à faire son travail. Mais malheureusement, tout ce que nous avions comme équipement ont été emportés par le badaud de Mbanzalem lors des émeutes qu'il y a eu il n'y a pas longtemps ici à l'université. Donc nous sommes restés avec des petits moyens de bord, 2 marmites et le reste, même la machine que vous êtes en train de voir, ça fonctionnait très bien. Mais ils ont emporté le moteur et le réducteur. Donc nous sommes restés comme ça. L'atelier des étudiants en sciences de l'environnement n'est pas le seul à s'intéresser à ces déchets. Nous avons 15 minutes de marche pour rejoindre un autre centre de recyclage. Cet espace inhabité a été octroyé à la société Congo Salubrité. L'entreprise a son siège à Limité, à l'UNICUN. C'est un nouveau défi que comptent relever les propriétaires. La gestion des déchets est tellement complexe. Donc l'unité que nous allons placer ici va traiter tous les déchets. Les déchets plastiques. Dans les déchets plastiques, il y a les déchets, les PET, les HDP, les LDP, tout consorts. Donc tous ces déchets dans leur ensemble seront traités ici. C'est-à-dire quand nous allons installer cette unité-là, c'est pour traiter tous les déchets plastiques. Tous les déchets, je dis bien tous les déchets plastiques seront
révalorisés ici et transformés en produits finis. Kinshasa produit plus de 10 000 tonnes de déchets par jour. La pollution des mers est un sérieux problème pour la population quinoise, du fait que la ville ne dispose ni d'une politique, moins encore d'un plan de gestion intégré des déchets. L'université de Kinshasa se démène à trouver des solutions dans la gestion des déchets. À en croire les autorités universitaires, la nouvelle autorité urbaine devrait s'investir à ce qui concerne les mesures préventives et impopulaires pour redorer l'image ternie de la capitale d'une grande nation au cœur de l'Afrique.